le club. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du club. Déjà le 8e épisode, petit épisode de rentrée. Aujourd'hui, je suis accompagné de Hélène. Salut. Salut, ça va ? Ouais, impeccable. Et de Marine. Bonjour. Donc on est en plus petit comité que d'habitude. Marine qui nous a rejoint pour discuter, comme chaque mois ou presque, de films, de littérature, de BD, de musique, etc. On est ensemble pour, d'habitude c'est 1h30, on verra si on cause encore 1h30, pour partager un petit peu nos dernières découvertes, ce qui nous a plu dernièrement, etc. Est-ce que l'une d'entre vous a envie de commencer ? Moi. Allez, Hélène, de quoi est-ce que tu as envie de nous parler ? Donc du coup, moi je travaille plutôt en jeunesse et donc dernièrement j'ai lu plusieurs romans ados qui m'ont assez marqué. Et d'ailleurs, je me suis fait la réflexion et on est d'accord avec les collègues de romans ados avec des thèmes très forts qui sont vraiment, pour moi, bien sûr, à lire pour des adultes aussi. Enfin, la frontière est très fine. Et j'ai lu notamment Dank Sommet. Alors c'est un petit roman, c'est Yann Fastier. Et c'est un sujet que je ne connaissais pas du tout. Ça se passe en 1892 et c'est une guerre coloniale entre la France et le Dahomey. Donc voilà, déjà un thème assez fort pour un roman ado. Carrément. Et donc d'un côté, on va suivre un tout jeune soldat qui est enrôlé par son père qui est médecin militaire et qui trouve que son fils n'est pas assez viril, assez fort, donc il l'embarque pour l'endurcir. Donc on va suivre son intégration, son arrivée du coup sur le terrain de guerre. Et on va suivre une jeune fille qui, elle, donc, vient du Dahomey et qui, donc, c'est plein de tribus. Et donc, on a ce fameux roi du Dahomey. Et c'est ce roi qui avait des femmes amazones qui étaient des combattantes très redoutées autour de lui. Donc, elle se retrouve enrôlée dans la garde du roi. Et c'est des sociétés très, très patriarcales. Elle n'a pas le choix. Il faut qu'elle dédie toute sa vie au roi. Elle n'a pas de vie personnelle. Elle n'a pas de mari. Et donc, elles vont se battre jusqu'à la mort contre ces Français qui sont en face. Donc, au début, on a chaque chapitre, on a ces deux personnages, et puis il va y avoir une rencontre. Mais du coup, c'est un roman très fort sur l'absurdité de la guerre, il y a des combats très très violents. Donc on a à la fois ce jeune Français qui, lui, est pas du tout en accord avec les principes de son père, donc il va essayer de se poser des questions. Et puis on a aussi la jeune fille qui, elle, au bout d'un moment aussi, va remettre un petit peu en cause du coup cette société où elle n'a pas le choix et donc il faut absolument que même quand vraiment la bataille et la défaite est vraiment, va arriver du Dahomey, c'est vraiment des bons combats suicides. Elle va commencer à se dire mais voilà où on en vient. Et du coup donc c'est un roman vraiment fort, bien écrit, assez court mais j'ai trouvé ça vraiment chouette. À la fois, ça éclaire sur un sujet qu'on ne connaît pas trop, notamment l'empire colonial français et tous ces pays en fait, qui étaient assez impactés par la France. Et puis après, c'est des adolescents. Le garçon doit avoir 17 ans, la fille, elle est un peu plus jeune, mais qui sont vraiment... qui ont vraiment une réflexion très, très poussée. C'est le premier livre de l'auteur que tu lis ou... Ouais, c'est son premier livre, mais je crois bien que c'est un universitaire, en fait. Donc, il a aussi un passif. Et du coup, chez Talent Haut. Talent Haut, c'est un éditeur aussi qui a toute une collection de romans historiques. Du coup, c'est vraiment un livre que je conseillerais à n'importe qui, un adulte ou un ado, ou même pour le coup un ado, pas un jeune enfant, quoi, plutôt un ado. Ouais, grand ado ouais. plutôt. Toi, tu lis un petit peu de littérature ado ou pas, Marine ? J'en lis pas mal. Ouais. Ça fait un moment que j'en ai pas lu parce que du coup... je me retrouve dans l'univers des grands à la bibliothèque, je suis à l'étage du dessus. Ouais. Mais c'est une littérature que j'apprécie beaucoup parce que souvent les auteurs et les autrices abordent des thèmes très larges, que ça soit du fantastique ou dans le réalisme, des choses assez intéressantes. Et souvent c'est une littérature... les adultes n'y vont pas, alors que je pense que vraiment il y aurait une plus-value à faire découvrir la littérature adolescente pour les adultes, parce qu'en fait, il y a des thèmes qui sont traités qu'on ne retrouve pas forcément chez les adultes. Une façon de voir aussi, puisque c'est intéressant de prendre des personnages adolescents pour... Il y a un œil neuf par rapport à un adulte. Quand tu écris un ado qui a 17 ans, tu ne vas pas écrire la même chose qu'un adulte qui a 40 ans, qui a déjà vécu sa vie, qui peut avoir un regard un peu plus parfois blasé ou marqué sur les choses. Je trouve ça assez intéressant aussi d'avoir ce point de vue, de découvrir un sujet par des yeux un peu neufs. Il y a plein d'auteurs qui font ça extrêmement bien, avec beaucoup de subtilité. Et c'est une littérature que j'apprécie énormément. Moi, j'en lis pour le travail, mais j'en lis aussi pour mon goût personnel. Et alors, moi, c'est pas trop de fantastique, plutôt des romans du réel ou des romans un peu historiques.
Et après, je sais tout de suite, c'est très dur de se mettre dans la peau d'un ado, et notamment, moi, ce que j'accorde l'importance, c'est les dialogues. Et quand un auteur veut faire parler d'une façon ado, si c'est mal fait, entre guillemets, moi, ça va me faire décrocher tout de suite parce que ça fait vraiment, on veut faire Jones, et ça, Ah oui, ok, je vois. ça marche pas. Par contre, Je suis quand ça d'accord marche avec très toi. bien, il se trouve que la médiathèque va participer au prix UNICEF, en fait. Donc, c'est Ok. la ville de Quimper est ville amie des enfants. Donc, il y a un prix littéraire. Avec les collègues, on est en train de lire la sélection. Et là, il y en a un qui s'appelle Placé. Donc, on va suivre une fratrie qui est retirée de sa famille parce que la mère n'est plus capable et qui va être hébergée dans un village d'enfants avec des parents, on appelle ça des parents SOS, une maman SOS. Et donc là, on va suivre un frère et 2 sœurs. Donc, le gamin s'appelle Rudy, il a 11 ans. Et donc, c'est son point de vue, en fait. Et lui, il veut à tout prix retourner chez sa mère. Il n'a aucune envie d'être au village d'enfants. Et on l'a lu avec le collègue, il nous a beaucoup marqué parce qu'on est vraiment dans la tête de l'enfant. Et moi, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Et on a vraiment une très bonne approche et très pédagogique sur ce que c'est d'être enlevé de chez sa mère. Il est en colère, il veut absolument se partir, donc il a beaucoup de mal à s'adapter. Et pour le coup, c'est vraiment, vraiment réussi du coup, là, d'être vraiment dans sa tête. Donc, Je suis d'accord avec Hélène, l'importance du dialogue et d'avoir l'impression de ne pas sentir que c'est un adulte qui écrit un ado. Ça, c'est primordial, même pour les livres pour plus petits, en fait, même, par exemple. Et il y a quelques autrices qui sont très, très fortes là-dedans. Mario de Muraille, elle a fait une grosse partie de sa carrière comme ça. Mais quand on regarde, quand on gratte un peu, souvent, ces auteurs-là et ces autrices-là qui réussissent bien, ils côtoient vraiment des ados. Il y a un côté... le fait de leur parler, parce que souvent, voilà, si on parle pas à un ado, on sait pas trop comment ça s'exprime en vrai. Et je trouve que ça se sent vraiment quand un auteur ou une autrice est au contact d'ados, est capable de les entendre, de les écouter, de retranscrire ça en récit. Mario de Muraille disait, elle avait toujours plein de gamins dans sa maison et elle prenait des notes sur leurs expressions, leur façon de parler, et ça se ressent dans la lecture absolument. Je pense. Ça va tellement vite au niveau des expressions. Nous, quand on était ados, on parle pas du tout forcément des ados de maintenant, et du coup, ça se périme très vite, et on peut vraiment, si on loupe le coche et qu'on veut dire c'est charmé, c'est déjà, plus trop d'actualité. Voilà. Quoi. Et donc du coup, ouais. Ok, trop bien. Pendant que tu parlais un petit peu de ce que ça fait d'être détaché de sa famille, etc., ça m'a fait penser à un film que j'ai vu il n'y a pas très très longtemps. Alors on n'est pas sur des ados, on est plutôt sur des enfants, mais c'est un film d'animation qui s'appelle Ma vie de courgette. C'est ça le titre, je crois. Ouais, c'est ça. Et ça a été plutôt une bonne surprise. En fait, je me suis retrouvé à regarder ça un petit peu par hasard. Et j'ai été assez surpris de tomber sur un film qui est quand même plutôt à destination des enfants, mais qui aborde des thèmes qui sont hyper lourds, puisque le personnage principal, qui s'appelle Courgette, je crois que c'est ça. Je l'ai vu il y a quelques semaines, donc j'ai plus tout en tête. Ou qui se fait appeler Courgette, bref, je sais plus trop. Ouais, c'est sa mère qui l'appelait comme ça, mais c'est pas son vrai nom. Mais du coup, lui a envie qu'on l'appelle comme ça. Et en fait, dès le début, on nous présente un enfant qui se fait un peu maltraiter par ses parents. Sa mère lui parle hyper mal et tout, mais ça reste sa mère jusqu'au jour où c'est pas totalement de sa faute, mais il est un peu lié au décès de sa mère. Donc sa mère décède et lui se retrouve en fait en orphelinat. Et il y a tout un questionnement autour du rapport que lui a à sa mère en fait. Notamment, il veut qu'on continue à l'appeler comme lui l'appelait. Le souvenir qu'il a gardé d'elle, c'est une canette de bière parce qu'elle picolait comme pas possible et tout. Donc il y a une espèce de truc malsain, mais ça reste sa mère et donc lui est attaché à elle. Et il va se retrouver dans cet orphelinat avec des enfants qui ont tous un bagage certain. Et il va notamment tomber amoureux d'une jeune fille. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que déjà on a une esthétique qui est un petit peu particulière. On dirait que c'est un peu de la pâte à modeler en quelque sorte. Enfin, le film est vraiment très joli. Mais je trouve que ça confronte assez frontalement à des choses qui sont dures. Donc je vous le disais, les violences faites sur les enfants, mais même eux font des blagues liées à la sexualité et tout, et c'est jamais déplacé, c'est toujours assez juste. Bref, le film est vraiment très très cool. Je crois que tu l'as vu, toi Hélène, Marine, je sais pas. Alors je crois pas que je l'ai vu, mais je sais qu'à l'époque il a eu pas mal de récompenses et on en a pas mal parlé. Ouais. Tu l'as vu ? Non, je l'ai pas vu, mais c'est le genre de dessin animé qui en fait... c'est pour un dessin animé plus pour adultes même que pour enfants. Dans les thèmes abordés, on y trouve son compte. Ça fait partie de cette frange de dessin animé. Tu peux pas le mettre à un enfant trop jeune en fait, parce que malgré tout, ça reste assez dur. Je sais pas, parce que je trouve que c'est quand même abordé avec justesse, tu vois.
tu vois, on sent que le dessin animé prend pas les enfants pour des idiots, c'est-à-dire que on peut parler de sujets qui sont lourds, sérieux. Alors par moments ça fait des blagues, etc. Mais voilà, il y a toujours cette justesse qui fait que pour moi, on passe jamais la ligne du non, c'est abusé, je peux pas montrer ça à mes enfants. Moi, je trouve pas ça si choquant en fait de montrer ça même à des. Pas choquant, mais il est dur. C'est plutôt, il est dur comme dessin animé. Ouais, mais on tombe jamais dans vraiment le glauque, etc. Après, la difficulté que j'ai moi quand je lis des romans ados, c'est qu'en fait, moi, je comprends des tas de choses avec ce que je suis adulte et j'ai un passé. Et on se pose toujours la question, souvent entre collègues, de savoir qui va être compris par un enfant, un ado. Et du coup, les lectures sont pas les mêmes. Et effectivement, il y a des choses, il y a des non-dits que nous, on va comprendre tout de suite que et l'enfant va prendre ce qu'il a à apprendre. Et donc, il y a plusieurs degrés de lecture. Donc, c'est vrai que des fois, on va avoir tendance des fois à vouloir protéger à tout prix, alors qu'en fait, il va comprendre que sa mère est méchante, mais lui, il va pas comprendre tout ce qui se passe derrière. Donc c'est. Oui, on va pas retenir la même chose. Non, voilà. Typiquement, dans le film dont je parlais, si ça se trouve, moi ce qui m'a un peu marqué, c'est ce rapport à la mère quand même qui est assez lourd, etc. Un enfant, lui, va peut-être plus focaliser sur ce qui est un peu le fil rouge de l'histoire, qui est l'histoire d'amour entre ces deux enfants. Ouais, c'est vrai que ce serait intéressant de poser la question finalement à des enfants ou à des ados là-dessus. Ouais. Trop bien. Tu voulais parler de quelque chose peut-être, Marine, ou peut-être que ce qu'on a abordé t'évoque d'autres choses. Ouais, bon, je vais rebondir sur le dessin animé. Mais alors pour le coup, typiquement pour adultes cette fois. Parce qu'on est quand même dans le genre un peu trashouille. Il y a la 5e saison de Rick et Morty qui est enfin dispo en France. Et je suis une grande fan de cette série. Donc vraiment, pour adultes. Pour le coup, plutôt. Au moins un grand ado, vu les thèmes abordés. Rick et Morty, c'est une série de science-fiction complètement déjantée, mais qui aborde énormément de thèmes de la SF dans ces petits épisodes de 20-25 minutes. C'est vraiment assez court. On suit Rick Sanchez, qui est un scientifique complètement barré, il n'y a pas d'autre mot de le dire, à la morale plus que douteuse, voire carrément, il n'a pas de morale. Rick Sanchez, c'est un peu... c'est un personnage qu'on adore détester. Et il voyage un peu partout, parce qu'il a un petit appareil qui lui permet d'aller un peu partout dans la galaxie, et même dans l'univers, et puis même d'aller dans des mondes parallèles. Ça, c'est un grand truc de la série. Il voyage avec son petit-fils Morty, qui a 14 ans, et qui est un ado de 14 ans, et qui ressemble parfois assez à son grand-père dans le côté la morale, c'est bien de la laisser à la maison. Et il voyage parfois aussi avec la sœur de Morty, Summer, qui a 17 ans. Et donc on est dans cette famille complètement dingue. Les épisodes n'ont parfois pas l'air d'avoir de sens. La réaction devant l'épisode, c'est mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me raconter ? Mais c'est assez jouissif à regarder et c'est drôle dans un genre transgressif. Si vous aimez South Park, je pense que ça devrait plaire, Rick et Morty devrait plaire. Et il y a le côté SF, moi, qui me plaît bien. Ils ont des épisodes qui sont assez fantastiques en termes de réflexion sur le genre de la SF, comment ils présentent en 20 minutes parfois des thématiques qui sont abordées dans des très grands récits. Ils ont un épisode notamment hyper intéressant où les personnages sont dans un train. Et on ne peut pas trop le raconter parce que sinon on gâche vraiment tout l'épisode, mais on est dans un train et il y a plein de choses emboîtées les unes dans les autres. Et il y a un podcast qui avait été fait par un podcast sur France Culture, scientifique, dans l'après-midi. Je n'ai plus le nom, ça y est, j'ai mangé le nom de la... La tête au carré Non, c'est pas la tête au carré, c'est... pas la méthode scientifique, il y a quelque chose comme ça. Ils parlent beaucoup de sciences dures. On retrouvera ça. On retrouvera ça. Merci Alexis. Et ils ont fait un épisode sur Rick et Morty par deux. Voilà. Et c'était hyper passionnant à écouter parce qu'entre la science et la science-fiction, il y a des passerelles assez sympas. Donc je m'éclate bien parce que voilà. Et j'ai même convaincu une collègue de la bibliothèque de regarder et elle dévore la première saison et elle se fait bien plaisir, je crois. Tu connais un petit peu, Hélène ? Non, mais j'en ai entendu parler. Alors, je pense que je ne suis pas le public cible, mais et j'en ai pas mal entendu parler aussi. Pareil, dans des podcasts, en fait, il y a un podcast qui s'appelle Blockbuster, l'été sur France Inter. Et donc, ils avaient fait sur South Park. Et donc, à la fin, ils disaient c'est quoi pour vous qui pourrait être un peu dans le courant de South Park ? Donc, j'en ai entendu parler. Et, souvent, plutôt des humoristes pas mal qui citent Rick et Morty comme. En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que. Le principe de Rick et Morty, c'est donc que Rick, il a une espèce de pistolet qui lui permet de voyager un peu dans le temps et dans les dimensions. Et du coup, c'est la porte ouverte à plein de possibilités, parce qu'à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle dimension, c'est les règles de la physique qui sont différentes, d'autres sociétés, des personnages qui sont peut-être
très différents de nous, quoique pas toujours, Ouais. peut-être les mêmes problématiques que nous. Et notamment le fait qu'il soit accompagné en fait de cet ado qui a 14 ans et qui a des problématiques d'ado, c'est-à-dire que lui, son plus gros problème, c'est comment je vais pouvoir faire en sorte de sortir avec telle fille de mon collège ou de mon lycée. Ça, ouais. Mais que dans le même temps, bah, il se retrouve sur X planète à côtoyer des hommes-oiseaux ou j'en sais rien, quoi. C'est assez rigolo. Ouais, puis Rick a pas du tout, il a vraiment pas de problème, il a pas de morale, donc il passe dans un univers alternatif où il va se croiser lui-même avec son petit-fils, il a pas de problème à sortir son pistolet, à les dégommer. Donc on se retrouve avec parfois des trucs improbables où vous avez 3 Morty, 4 Rick qui vont s'affronter et en fait on sait plus lequel est le nôtre et parfois en fait c'est pas les bons, enfin voilà, Ouais. il joue beaucoup là-dessus. C'est vrai que ce sont des thématiques où souvent parfois, la SF est frileuse parce qu'elle essaye de garder une cohérence. Non, Rick et Morty, ils s'en fichent complètement et donc ils font tout péter, ça leur pose pas de problème. C'est assez, voilà, c'est assez. Et c'est américain ou canadien? Ouais, c'est américain. C'est américain et ouais, deux créateurs. Et bah, du coup, je vais en profiter pour parler d'une de mes séries de cœur qui a clairement inspiré Rick et Morty, qui s'appelle Doctor Who. Et d'ailleurs, même le générique en fait de Rick et Morty ressemble fortement à celui de Doctor Who, qui est une série britannique où effectivement on va suivre le personnage du docteur alors qu'il peut être amené à changer dans le temps et qui notamment a une cabine téléphonique bleue en tant qu'engin spatio-temporel, ouais, c'est ça, le TARDIS, qui lui permet en fait de voyager dans le temps et dans l'espace. Je savais que tu étais un homme bien. Ben ouais. C'est aussi ma série préférée. Donc, alors c'est pas ma préférée, ça mais fait partie c'est dans de ma c'est dans le haut du panier. Ouais, ouais, clairement. Et déjà, ce qui est assez génial, c'est que bah, là, c'est pas une série américaine. C'est une série britannique et du coup ça joue pas mal en fait avec l'imagerie américaine des invasions extraterrestres, etc. Sauf que bah, là c'est pas New York ou Washington qui se fait attaquer, mais c'est Londres ou c'est d'autres villes britanniques. Donc déjà juste pour l'esthétique c'est assez intéressant et c'est surtout que c'est de la SF hyper décalée, un peu absurde. Donc les créatures elles sont ridicules par moments. T'as des personnages vraiment qui ressemblent à rien. Ça peut paraître un peu kitsch, mais en fait c'est voulu. Et chaque docteur apporte aussi un ton différent vu qu'il est amené à changer. Donc on a tous notre docteur préféré et du coup des nouveaux arcs narratifs. C'est-à-dire qu'on va développer de nouvelles thématiques. Alors il y a toujours celle forcément du voyage dans le temps qui est abordée, mais il y en a plein d'autres. Et la force du docteur, c'est qu'il voyage rarement seul et il a toujours une ou plusieurs personnes pour l'accompagner. Alors historiquement, ça a souvent été des femmes. Ça a eu tendance à un petit peu changer dernièrement. Et franchement, grande série, quoi. Qui dure depuis les années 50, je crois, en Grande-Bretagne. Alors pour quelqu'un qui commencerait, moi je recommanderais de commencer par l'espèce de reboot qu'il y a eu en 2005. En gros, ils sont repartis un peu de zéro en quelque sorte. Ouais, ils ont pris la suite, mais avec une interruption. Ouais. Donc, c'est vrai que regarder le premier épisode de 1950 à froid, c'est juste irregardable. Ouais. Quand on n'a pas l'imagerie, quand on n'a pas la nostalgie, quand on n'est pas britannique, parce que c'est vraiment culturellement un truc hyper fort, Doctor Who là-bas. Donc ouais, commencez plutôt par la saison de 2005. Ils n'avaient pas de budget pour la BBC. Donc là, effectivement, les costumes font plastique. Ouais. C'est moins le cas dans les dernières saisons parce qu'ils ont plus de budget. Donc on sent que la technique a été un peu améliorée. Mais ouais, celle de 2005, elle est très, très forte. Et comme disait Alexis, la vraie force, c'est qu'il y a plein de docteurs différents puisque c'est un alien, mais qui a plusieurs vies. Donc il se régénère quand il meurt. D'où le fait qu'on soit actuellement 13e docteur. Quelque chose à peu près, ouais. Et on va passer bientôt au prochain, au 14e. Oui, parce qu'il a été annoncé. Pas encore regardé. Il a été annoncé, le nouveau docteur. Moi, le dernier que j'ai vu, c'était celui qui était plus âgé, là. Alors, ça, c'est Capaldi. Après, il y a eu Jodie Whittaker, la première femme dans le docteur. Ouais. Et là, il y a le prochain. Alors, je ne connais pas le nom de l'acteur parce que je n'ai pas vu sa série. Mais c'est un acteur britannique noir qui a joué dans Sex Education. Okay. Qui a eu un rôle, apparemment il a un super rôle dans cette série-là, il a eu des prix je crois pour cette série, et donc il a été choisi pour être le prochain docteur, ce qui est super chouette, ça va changer de dynamique. Et du coup le fait de changer, d'avoir des acteurs plus ou moins jeunes, là une femme et d'hommes différents, ça leur permet aussi de moduler des docteurs. On va avoir des docteurs vraiment humains dans leurs réactions, donc parfois à la limite de l'incompréhensible, parce qu'on dit mais t'es un alien de 900 ans, pourquoi tu réagis comme ça ? Parce qu'en fait il est très humain dans ses caractéristiques, et d'autres docteurs qui sont beaucoup plus aliens et qui ont une façon de voir les choses très très différentes, donc ça peut jouer aussi, et ça influe sur les relations avec les compagnons. Ça, c'est parce qu'il ne change pas que physiquement, sa personnalité change, mais il garde ses souvenirs. Ouais.
Donc ça crée une dynamique qui est assez intéressante. Ouais. Toi, c'est peut-être pas forcément ce qui te Du coup, parle le plus, Hélène. donc moi j'ai jamais vu, mais pareil, je sais que c'est pareil. Moi, je le connais par les références. Tout le monde, Ah oui, ok. les références dans d'autres séries anglaises, d'autres séries. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est. Ouais. Et c'est vrai que le fait que ça soit britannique, c'est intéressant dans le monde de la SF, puisqu'on a tendance à connaître de très grosses séries américaines. Là, il y a vraiment des références culturelles britanniques, très très fortes. On voit plusieurs fois Churchill, par exemple. Enfin, voilà, il y a des choses. On est à Londres très souvent. Enfin, une grosse partie de la série se passe à Londres quand on n'est pas dans des mondes étrangers. Donc c'est vrai que c'est assez rafraîchissant. On sort un peu du cadre américain. Ça peut être aussi très plaisant pour découvrir autre chose en SF et que finalement la science-fiction ne tourne pas autour des États-Unis. On peut écrire des trucs très bien. Comme il y a un gros mouvement en ce moment de SF africaine qui émerge, Nigeria, ça, c'est vraiment passionnant parce que ça décale le regard de ce qu'on a l'habitude de lire déjà en temps normal et de lire en SF. Là, ça décale votre regard et ça vous donne d'autres perspectives. Je trouve ça hyper enrichissant. Toi, qu'est-ce qui te parle un peu plus en série? Il y a des choses qui t'ont plu dernièrement, Hélène ou... Là, on parlait des séries anglaises aussi. Moi, je me regarde pas mal de séries anglaises. Il y a la plateforme Arte TV. Donc, c'est juste leur site internet qui met à disposition des séries anglaises. C'est hyper cool. Du coup, en accès libre et gratuit. Et donc là, c'est plus des séries sociales, mais qui marchent très bien. Il y a Good Vibration qui est assez sympa. Du coup, là, ça se passe dans les années 80, dans une petite ville, je crois que c'est peut-être Sheffield, ou des villes assez touchées par la crise. Et donc, les femmes, elles sont au foyer, et donc elles décident un peu de se reprendre en main, et elles commencent à faire de la vente à domicile. Et donc là, le prétexte, c'est de la vente de sous-vêtements et après de sextoys. Mais ce qui est plutôt le sujet de la série, c'est les femmes qui vont s'émanciper et qui vont du coup devenir autonomes, toucher leur argent. Et à la fois, c'est un film social. Donc, ce qui est chouette au niveau esthétique, c'est que c'est très années 80. Donc, c'est les coiffures, le maquillage, c'est Cyndi Lauper à fond. Et après, c'est un peu comme les Britanniques sont assez forts pour tout ce qui est... ça fait penser un peu à The Full Monty, tout ce qui est ces séries sociales. Celui-là était très sympa. Donc, je l'ai vu là-bas. Arte, c'est vraiment une chouette plateforme. Arte TV. D'ailleurs, là, on a appris il y a quelques jours le décès de Jean-Luc Godard. Ils ont aussi mis en ligne sur leur site accessible gratuitement à tous des films de Jean-Luc Godard. Notamment, je crois qu'ils ont mis le livre d'images, ils ont mis un autre film. Et j'en profite du coup pour présenter une œuvre de Jean-Luc Godard que les gens ne connaissent pas du tout. C'est un de ses courts-métrages et pour moi, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est son meilleur film, mais un de ses meilleurs. C'est un petit court-métrage qui dure à peine 3 minutes, qui est disponible en accès libre sur YouTube directement. Ça s'appelle « Je vous salue Sarajevo ». On sait que Jean-Luc Godard a été assez marqué par ce qui s'est passé à Sarajevo. Il y a de ça fait quoi? Ça fait maintenant une trentaine d'années, si je ne me trompe pas. Bon, j'ai plus forcément en tête. Et le style de cinéma de Jean-Luc Godard a pas mal évolué avec le temps, là où il était sur une forme très filmée au début de sa carrière. Beaucoup de prises de vue dans la rue, etc. Finalement, de plus en plus, avec le temps, il a tendu vers un cinéma qui ressemblait presque à du collage. Et là, c'est une version totalement en fait, épurée de cinéma, où on est sur des collages d'images et sa voix en fait, qui parle par-dessus. J'ai pas envie de trop en dire. Ça prend que 2 minutes à découvrir. C'est absolument magnifique. En gros, on a une image qu'on va voir sous... différents angles, etc., jusqu'à avoir la révélation de l'image au complète à la fin. Et sa voix qui était quand même particulière, qui a en plus pas mal évolué avec le temps au gré des cigares qu'il a fumé. Et c'est hyper poétique, très touchant, ça fend le cœur et ça vaut le coup d'être vu. Voilà. C'était un petit peu ma manière de faire un petit hommage à Jean-Luc Godard, parce que c'est un réalisateur que j'aime énormément. Vous, c'est un cinéaste dont vous avez vu des films ou pas trop Non, assez peu. Moi, je suis très cinéma britannique, pour le coup. Ok. Moins cinéma français, c'est moins un domaine que je connais. Donc, je sais pas, toi, Hélène Non plus, je connais pas. Ouais, ok. Est-ce que ça vous a donné envie de parler de quelque chose? Ça peut être totalement différent, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai découvert là, à la rentrée, un documentaire qui a été publié il y a, je crois, quelques mois déjà maintenant. C'est Mozart est une femme d'Aliette Delalleux. Donc, si vous connaissez Aliette Delalleux, elle fait des chroniques musique sur France Inter.
Elle a des chroniques où elle parle souvent de musique un peu méconnue, beaucoup de musique de femmes. Elle a une chronique sur le kulning, par exemple, un chant traditionnel suédois que moi j'adore personnellement. Je vous invite à regarder sa vidéo. C'est des chants de bergères dans les montagnes, des modulations de voix pour appeler les troupeaux. Et en fait, c'est assez impressionnant. Non, je sais ce que tu écoutes en voiture sur le chemin pour venir à la médiathèque. Des chants de kulning de bergères suédoises. Non, c'est vraiment passionnant parce que ça fait partie des chants les plus primitifs qu'on ait, dont on ait gardé trace à l'heure actuelle, qui est une tradition qui est en train de mourir en Suède. Donc il y a des groupes qui essayent de la faire vivre. Et donc voilà, elle a des chroniques comme ça passionnantes sur de la musique qu'on ne connaît pas. Et son documentaire, donc c'est Mozart est une femme, qui est disponible en livre à la bibliothèque. C'est évidemment pas de dire que Mozart était vraiment une femme, mais c'est de parler de toutes les musiciennes classiques, puisque c'est son domaine de prédilection à Aliette. Toutes les femmes de la musique classique qu'on a oubliées avec le temps ou qui ont été effacées de l'histoire. On connaît tous Mozart. On connaît moins bien sa sœur, qui était aussi une grande virtuose et une très très grande instrumentiste, et qui a suivi un chemin qui après des débuts, elle a commencé la musique comme lui toute petite, mais elle a dû arrêter la musique, se marier, fonder un foyer, et en fait elle a été complètement étouffée dans ce monde-là. Donc elle fait des portraits comme ça de plein de femmes musiciennes, compositrices, instrumentalistes, j'ai un doute, méconnues de l'histoire, alors qu'elles ont laissé quand même une trace, un peu comme ce qui avait été fait en peinture sur les femmes peintres méconnues, type Berthe Morisot. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est assez c'est plaisant à lire parce qu'on peut picorer, on n'est pas obligé de le lire d'une traite, c'est réparti en plein de chapitres. Elle donne des playlists en chaque chapitre, si vous voulez écouter, parce qu'elle avance dans le temps, globalement, jusqu'à l'époque contemporaine, parce qu'en fait, elle nous explique que jusque dans certains coins du monde, et même en Europe, jusque dans les années 80, il n'y avait pas de femmes dans certains orchestres nationaux ou dans certains grands orchestres. Elles étaient considérées comme moins bonnes musiciennes, c'est quand même assez... voilà. Et donc, elle donne des playlists, si vous voulez écouter tel ou tel truc. J'ai trouvé ça vraiment intéressant aussi de proposer ce genre d'informations, des playlists pour aller écouter, lire en musique et découvrir directement. Et puis, c'est une histoire, méconnue, donc toujours intéressante à prendre. Trop bien. Ouais, carrément. J'avoue que je ne connaissais pas la sœur de Mozart, mais c'est vrai que c'est... Moi non plus, donc ça va être un petit peu la découverte. C'est le propos d'Aliette, justement. Tu voulais nous parler de quelque chose, Hélène ? Après, c'est pareil, c'est... Rien à voir non plus, mais non, il n'y a pas de souci. Les romans ados. Trop bien. Là, il y en a un roman qui s'appelle Plein gris, c'est Marion Brunet. Marion Brunet, elle est pareil, c'est une autrice qui est assez forte en littérature jeunesse, qui a une très belle écriture. Et donc Plein gris, on est plusieurs collègues à l'avoir lu, donc on a vraiment dévoré. Ça se passe en Bretagne, chez nous, et on va suivre 5 ados qui font beaucoup de voile. Et donc là, au début du livre, ils partent de Bretagne pour rejoindre l'Angleterre. Ça commence comme une sortie classique en voile. Et dès le début, il n'y a pas de suspense, il y en a un qui meurt noyé. Et donc, ça va être ce trajet. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé ni comment. Il faut qu'ils rejoignent l'Angleterre et il commence à y avoir une tempête qui monte. Donc, c'est un huis clos à bord de ce voilier. Et c'est vraiment, c'est pareil, des romans assez courts mais très très efficaces. Il y a tout un suspense du coup pour le coup là, mais même des requins par moment. Et c'est vraiment un roman qui nous a bien scotché, que je conseille aussi peut-être à des ados qui veulent pas se lancer dans des grosses sagas, des gros livres en un seul tome. Moi, j'avoue que je lis pas beaucoup de séries en fait. J'aime bien aussi avoir en un seul roman quelque chose d'efficace. Donc là, Plein gris de Marion Brunet. Et pour le coup, moi, c'est moins le suspense, c'est moins des thèmes que je lis, mais celui-là m'a vraiment marqué aussi. Trop bien. Ouais. On parlait un petit peu de figure féminine tout à l'heure. Moi, il y a une figure féminine que j'adore voir abordée dans le cinéma qui s'appelle Jeanne d'Arc, que tout le monde connaît normalement. Et notamment, j'aime bien voir ce que les réalisateurs en font. Parce que une jeune femme qui va décider de partir à la guerre contre les Anglais, certains réalisateurs vont se dire c'est une figure sacrée, d'autres vont se dire mais en fait c'est juste une folle qui a des visions. Bref, chacun va l'aborder un petit peu à sa manière. Et notamment, tu parlais de région française. Moi, il y a un réalisateur français que j'adore qui s'appelle Bruno Dumont, que le grand public généralement connaît pour une série qui s'appelle Petit Quinquin, mais qui a fait 2 films en fait sur la figure de Jeanne d'Arc, dont un des films qui a été tourné sur les plages de Normandie. Donc les 2 films s'appellent Jeannette ou l'enfance de Jeanne d'Arc et l'autre qui s'appelle juste Jeanne, si je ne me trompe pas. Et c'est 2 films qui sont assez étonnants. Le premier qui va raconter en fait
tout le moment où Jeanne d'Arc va avoir sa vision qui va l'amener à partir à la guerre. Et donc, Bruno Dumont va mettre ça en scène sous forme de comédie musicale, avec que des personnages qui sont quasi tous interprétés par des enfants. Et notamment des enfants qui ne savent pas forcément ni chanter ni danser. Donc c'est assez déstabilisant, ça peut paraître un peu absurde, mais c'est absolument magnifique, parce que Bruno Dumont sait filmer, et notamment on voit qu'il adore la Normandie et qu'il sait filmer sa région. Et là c'est assez fou en fait de voir pendant à peu près 1h30 des gamins chanter des textes de théâtre sous forme de comédie musicale, et abordant plein de styles musicaux. C'est-à-dire que Jeanne d'Arc, elle va faire du métal, elle va headbanger, elle va chanter, danser, etc. Enfin, c'est absolument génial. Et la suite, elle, est totalement différente. Là, au contraire, c'est énormément de dialogue. Et notamment, il garde cette Jeanne d'Arc enfant. Et donc, c'est une enfant qui va jouer le rôle de Jeanne d'Arc. Et ça va être toute l'espèce de procès, en fait, qu'elle va avoir face à l'Église. Et le fait de garder une Jeanne d'Arc jouée par une enfant va encore plus accentuer sur le côté hyper écrasant et paternaliste en fait de l'Église, et voir cet enfant au milieu d'adultes qui racontent des choses qui sont sidérantes, etc., et qui remettent sa parole en question. J'ai pas d'autres mots, c'est génial, quoi. C'est vraiment très très bien. Moi j'ai une petite préférence du coup pour le deuxième film qui est du coup peut-être un peu plus théâtral, mais le premier est hyper chouette aussi, et globalement tout le cinéma de Bruno Dumont assez exceptionnel. Que ce soit, à mon avis, c'est la meilleure porte d'entrée dans son univers, c'est sa série Petit Quinquin. Je sais pas si vous avez vu. Je vois ce que c'est aussi avec elle est sur Arte VOD du coup aussi. Ouais. Je vois avec les enfants qui sont maquillés, mais j'ai jamais mis le nez dedans. Alors Petit Quinquin, en fait, c'est très chouette aussi. Bruno Dumont, une fois de plus en Normandie, va filmer une enquête policière, mais complètement absurde, avec des personnages qui, pour la plupart, sont joués par des acteurs non professionnels. Et là aussi, on est sur de l'humour qui est hyper absurde. Ce qui est drôle avec Bruno Dumont, c'est qu'il a commencé sa carrière avec des gros drames. Il a fait un film qui s'appelle A.G. Wish sur une jeune fille qui va devenir une espèce d'extrémiste religieuse, à tel point qu'elle va se faire virer de son couvent parce que elle est trop extrême, quoi. Les autres bonnes sœurs la trouvent trop extrême. Il a fait un autre film qui s'appelle Hors Satan, La vie de Jésus. Enfin voilà, pas mal de choses, des gros drames. Et il a basculé un peu plus vers la comédie. Mais ça aborde toujours des sujets qui sont quand même un peu dramatiques en fond. Et notamment, moi je trouve que ces films sont beaux. C'est-à-dire que même avec Petit Quinquin, qui est une série, qui est une comédie, c'est magnifique. Déjà parce que c'est magnifiquement filmé. Mais on voit qu'il aime ses personnages. Et il y a une vraie beauté dans ces personnages. On va voir par exemple le personnage de Petit Quinquin qui est un gamin, et quand il va parler avec sa copine, on a envie de pleurer, quoi. Il va la prendre dans ses bras, l'appeler mon amour, etc. Enfin, c'est des mots que prononce pas normalement un gamin qui a 12-13 ans. Et là, comme ça nous est présenté, c'est absolument magnifique. Et en gros, Tout Petit Quinquin va s'axer autour d'une enquête. Il va y avoir un meurtre assez étonnant. On va retrouver quelqu'un dans le ventre d'une vache, si je me souviens bien. Et voilà, on va suivre toute cette enquête et découvrir des personnages tous plus farfelus les uns que les autres. On parlait tout à l'heure des séries préférées. Moi, c'est ma série préférée, Petit Quinquin. C'est assez court, c'est 4 épisodes d'une quarantaine de minutes, si je ne me trompe pas. Pour moi, c'est quasi un film en fait, qui est coupé en 4 parties, et ça vaut vraiment le coup. Peut-être pas à mettre entre toutes les mains, parce que je pense que ça passe ou ça casse. C'est-à-dire que c'est vraiment absurde par moment. Typiquement, on va voir une scène de l'enterrement de la personne qui a été retrouvée décédée. Et on a une jeune fille dans le coin, c'est un petit peu la petite starlette du village, mais on parle vraiment d'un petit village paumé. Et elle, on sent que son rêve, c'est de participer à un télécrochet, genre La Nouvelle Star, etc. Et le jour de l'enterrement, c'est elle, en fait, qui va chanter devant tout le monde. Sauf qu'elle va chanter un truc hyper pop avec son espèce de chorégraphie. Et alors qu'en face, tout le monde est en train de verser sa petite larme. Il y a un décalage, c'est complètement fou, ça marche hyper bien. Si t'aimes bien l'humour anglais, ça peut passer. Ça peut passer, Ok, je note. c'est très cool. Voilà.
Moi, j'ai quelque chose, mais ça n'a aucun rapport Eh avec ben, le petit vas-y. quinquin non Let's plus, go. ni avec les romans ados. Toujours dans le côté des documentaires, j'ai lu un autre documentaire, mais qui n'a rien à voir avec Aliette de Lalleux. C'est Turing dans un transat. Alors, j'ai mangé le nom de l'auteur. Je pense qu'on retrouvera ça. Ouais. Pendant que tu parles, je fais une recherche. Merci bien. Donc Turing dans un transat, en fait, c'est sur l'intelligence artificielle et sur Alan Turing qu'on connaît un peu par le film qui a été fait avec Benedict Cumberbatch dans le rôle principal. Pour ceux qui ne connaissent pas, Alan Turing, c'est un scientifique et un mathématicien qui a aidé à décoder la machine Enigma pendant la Seconde Guerre mondiale. C'était la machine qu'utilisaient les Allemands pour coder leur message. Et en gros, Turing a participé à la création du premier ordinateur dans ces proto-ordinateurs qui faisaient des calculs, parce que c'est toute une série de calculs extrêmement compliqués. Donc voilà, et c'est ce biais accroché par Turing, qui est une personnalité assez intéressante en soi, de partir et de développer tout ce qui tourne autour. Voilà, Turing à la plage, c'est ça, il est dans un transat, mais c'est Donc c'est Rachid Gueraoui. Oui, ça doit être ça, ouais. Et visiblement, ils sont deux. Et alors, c'est un nom qui a l'air vietnamien, Le Nguyen Wang. Voilà. En tout cas, c'est bien. On mettra ça en description en dessous. Que tu m'as montré. Et c'est vraiment intéressant parce que Turing a participé à un principe qui s'appelle... Enfin, c'est l'effet Turing. En gros, on soumet des machines, des intelligences artificielles à des tests et voir comment la machine répond. Et en fait, si on bat le test de Turing, c'est que l'IA a développé quelque chose de plus. Et là, on arrive à des IA de plus en plus performantes. Donc, ça pose aussi pas mal de questions sur l'avenir. Moi, c'est un sujet qui me passionne, l'intelligence artificielle. Oui, c'est la science-fiction, tout ça. Vous aurez compris, c'est bien mon domaine. On est sur ce côté-là. Et donc, j'ai trouvé ça vraiment bien parce que ça explique dans des termes simples, grand public, mais sans être trop simpliste, ce que c'est que l'intelligence artificielle et qu'est-ce qui tourne autour d'Alan Turing et des développements à l'heure actuelle. C'est pareil, ça se picore bien, le texte est assez aéré, on n'est pas dans un livre scientifique très ardu, parce que parfois ça peut faire très peur, ce genre de thème et de thématique. Mais là, je le conseille, il est vraiment, vraiment sympa pour aborder de façon un peu ludique et simple ce sujet-là. Pour ceux qui ne connaissent pas du tout les intelligences artificielles, il y a une super vidéo sur YouTube pour comprendre vraiment les bases, ce que c'est et comment ça fonctionne. C'est sur la chaîne YouTube de l'Esprit Sorcier. L'Esprit Sorcier, c'est la chaîne YouTube qui fait un peu suite à l'arrêt de C'est pas sorcier. Et cette chaîne YouTube, elle est animée par, donc que je ne me trompe pas, c'est Fred, de Fred et Jamy. Et la personne qui faisait la petite voix aussi, la voix féminine qu'on entendait. Et donc leur chaîne s'appelle l'Esprit Sorcier. Ils ont fait un épisode sur l'intelligence artificielle. Et notamment, ils utilisent deux exemples pour comprendre ce que c'est une intelligence artificielle. C'est l'exemple de la recette des crêpes et ensuite la reconnaissance faciale. Donc c'est vraiment hyper abordable. Et normalement, en 10 minutes, on a compris ce que c'est qu'une intelligence artificielle et notamment la différence avec un algorithme. J'en profite pour parler plutôt d'un outil que je trouve hyper intéressant et que en ce moment j'aime bien utiliser et qu'on va utiliser pour des animations en médiathèque, c'est les logiciels aujourd'hui qui permettent de faire de la création artistique avec une intelligence artificielle, et notamment deux petits logiciels qu'on peut découvrir en accès libre, alors sur une période limitée, mais ça permet déjà de voir ce qu'on peut faire aujourd'hui avec une IA, donc IA pour intelligence artificielle. C'est les logiciels DALL-E, donc D-A-L-L plus loin E. Et le deuxième s'appelle Midjourney. En fait, tout simplement, ce sont des programmes qui sont accessibles directement depuis son navigateur et qui permettent de faire de la génération d'images, de photos, de peintures en donnant des instructions à une intelligence artificielle. Donc, je sais pas, tout à l'heure on a parlé de Rick et Morty, eh bien, on pourrait demander à l'intelligence artificielle de créer un tableau représentant un épisode de Rick et Morty qui aurait été dessiné par Pablo Picasso, et en fait l'intelligence artificielle va être capable de faire ça par elle-même. Vous allez pouvoir aller sur des trucs hyper précis, c'est-à-dire faites-moi une carte postale de Quimper en 1930 en marron et blanc, et on verrait une soucoupe au-dessus de la cathédrale, et elle va être capable de nous générer ça. Donc pour comprendre un petit peu où on en est aujourd'hui dans les intelligences artificielles grand public, tester des choses comme ça, c'est vraiment pas mal. Sachant que DALL-E existe en version light, en quelque sorte, en version miniature,
qui, elle, est utilisable en illimité. Alors, c'est pas aussi performant que les deux autres que je vous ai cités tout à l'heure. Ça s'appelle DALL-E Mini. Et là aussi, vous pouvez générer quasi à l'infini des petites images. C'est assez rigolo. Alexis m'a montré ce qu'il a fait sur Midjourney. Je suis assez convaincue. C'est vraiment bluffant. Ouais. Des paysages, des dessins façon Ghibli et Miyazaki. On a vraiment l'impression que ça sort de l'aquarelle de Miyazaki. C'est franchement bluffant. Il m'a fait faire un petit test. C'était assez chouette. Et on peut faire des choses assez formidables. Et ça pose plein de questions, du coup, sur l'art et l'intelligence artificielle. Et là, j'aurais assez tendance à dire, vertigineux. suivez notre programme parce qu'on va faire des choses autour de ça à la rentrée 2023. Hélène, Non, je vous suis. tu nous suis. Tu voulais peut-être aborder d'autres choses. On est dans la SF, tu voulais pas nous parler un petit peu de jeux vidéo, Marine? Eh bien, si, on peut y aller dans les jeux vidéo. Alors, j'en avais parlé dans le podcast qu'on avait fait sur le jeu vidéo ensemble, Alexis. Ouais. Mais en ce moment, je suis toujours très accro à Spiritfarer, un petit jeu que nous avons ici à la bibliothèque, qui est un jeu plutôt pour... alors, le dessin est très enfant. Ça fait vraiment un très joli dessin animé en termes de graphisme. Mais le thème global est quand même plutôt pour ados-adultes, puisqu'il s'agit de Spiritfarer. Vous incarnez la passeuse de la mort sous les traits d'une adolescente, donc un personnage tout à fait charmant. Et vous avez une espèce de grande péniche et vous récoltez des gens et vous prenez soin d'eux jusqu'à ce qu'ils soient prêts à passer par la porte. Donc c'est très émouvant. C'est vraiment, ça aborde plein de sujets. Et quand il y a un personnage qui passe, on a la gorge nouée parce que malgré tout, on crée du lien, ils nous racontent leur vie et puis il y a un petit lien à chaque fois. Chaque personnage a un lien avec le personnage de la passeuse que vous interprétez. Et c'est toujours très, très émouvant. Et voilà. Et hier, il y a un de mes personnages qui est parti et c'était beaucoup d'émotions parce qu'on crée vraiment du lien. C'est un jeu qui est très facile à jouer. C'est quoi l'action à faire du coup L'action à faire, alors c'est beaucoup de ce qu'on appelle de farming dans les jeux vidéo. Donc concrètement, tu développes des ressources. Sur mon bateau, j'ai un champ, un jardin. Je vais planter des choses. Avec ça, je vais pouvoir faire des recettes de cuisine et je vais pouvoir donner à manger aux gens qui sont sur mon bateau. Alors il y a des choses qu'ils aiment, des choses qu'ils n'aiment pas. Leurs ingrédients favoris, tu leur fais plaisir. Tu peux faire des câlins aussi aux habitants de ton bateau. Et après, il y a des quêtes à résoudre. Il faut les aider en fait, chacun, eux, à finir toutes leurs tâches inachevées pour qu'ils puissent être prêts à partir, en fait. Parce qu'on est dans un monde un peu intermédiaire. Voilà, c'est au niveau du gameplay, c'est très simple. C'est vraiment une prise en main qui est facile, même pour enfants. En fait, c'est pas le problème n'est pas tant le gameplay, mais le propos qui est plutôt adulte, avec des personnages qui ont des niveaux de langue parfois un peu relâchés, avec des allusions plus ou moins explicites à des vies d'adultes. Donc voilà, c'est plutôt dans ce sens-là que j'essaie. Ça touchera plus un public adulte qu'enfant, mais par contre, il est tout à fait jouable. C'est pas compliqué. Sur quelle console ? C'est disponible sur Switch et nous on l'a ici et je pense que c'est disponible aussi sur les plateformes Steam pour PC. Ouais, je pense qu'il est dispo sur ordi aussi. Ouais. Donc voilà, c'est un jeu qui est simple à jouer, qui est pas nerveux, qui demande plutôt du temps. On peut se poser. On a l'impression qu'il faut prévoir un petit. Ouais, tu peux te poser. L'avantage, c'est que si tu n'as que 20 minutes, tu peux aussi te poser, mettre des graines dans ton champ, arroser ton champ, cuisiner un truc, puis t'arrêter et reprendre plus tard. Du coup, justement, la question de s'arrêter, est-ce qu'il y a une fin à ce jeu ? Normalement, oui. Je pense qu'une fois qu'on a tous les esprits qu'on a récupérés et sont passés, je pense que j'arriverai à une fin, mais j'en suis à 40% du jeu, quelque chose comme ça. Et ça fait combien de temps que t'as fini ? Je joue assez lentement à ce genre de choses. Je papillonne pas mal, j'aime bien. Donc ça fait un petit moment. Après j'ai interrompu ma session de jeu, donc je saurais pas te donner le décompte d'heures. C'est plusieurs dizaines d'heures, je pense, quand on fait ça lentement. Oui. Après c'est un jeu qui se picore, il n'y a pas besoin d'y passer 10 heures tous les jours pour être dedans. Les musiques sont très très belles. Il y a vraiment une très belle bande sonore qui est disponible, je pense, sur les plateformes. Je sais qu'elle est sur Spotify, mais je pense qu'elle doit être disponible sur Deezer. Si vous voulez aller écouter l'ambiance sonore, c'est le meilleur moyen de se mettre dans le jeu. Il y a un vrai travail sur les dessins et l'ambiance sonore du jeu qui participe complètement à l'univers. Et dans un autre genre sur le jeu vidéo, j'ai repris Mass Effect, la version légendaire. Donc c'est une série qui a 15 ans maintenant. Le premier épisode est sorti il y a 15 ans.
Et là, ils ont ressorti une version légendaire. Donc, ils ont repris les 3 épisodes déjà sortis, Mass Effect 1, 2 et 3, compilés dans une seule boucle, avec toutes les versions supplémentaires, toutes les missions complémentaires qui avaient été sorties, et tout refait. C'est-à-dire que maintenant, même le premier a le design du 3e. Ah oui, donc, ok. on sent plus qu'il y a 15 ans, c'est un peu moins. C'est très agréable à jouer. Et les rumeurs disent que ce Mass Effect légendaire est sorti parce que c'est le prémisse à Mass Effect numéro 4. Donc je croise très très fort les doigts. Ça fait partie de mes séries de jeux vidéo préférées. Et là, on incarne plutôt un personnage militaire, donc homme ou femme, vous choisissez. Moi, j'ai pris une femme. Donc c'est le commandant Shepard et qui va devenir spectre pour l'Alliance intergalactique. C'est de la grosse SF. Voilà, c'est de la grosse SF. Donc, désolée encore Hélène, Non. j'ai une petite fixette. Je me cultive. J'ai une petite fixette. Et en gros, on va devoir sauver la galaxie avec plein de personnages. Il y a plein de races d'aliens qui sont extrêmement bien pensées. Chaque race alien a leur spécificité culturelle, physique, leur particularité. Et ça, c'est très agréable. Moi, j'aime bien ces jeux où il y a beaucoup de narration aussi. Un univers très développé. On peut rentrer dedans et vraiment créer un monde. On est dans des jeux mondes. Moi, j'aime beaucoup ça. Je sais qu'on a toujours cette discussion, toi et moi, sur le gameplay, sur la narration. Moi, je suis vraiment du côté narration et ça me plaît. Je suis embarquée et voilà. Puis, on doit faire des choix moraux aussi. Donc, ça compose le personnage. Et voilà. Donc, je suis très contente d'avoir repris parce que j'ai déjà joué au 3. Mais là, j'en profite pour avoir un design un peu plus intéressant. Parce qu'il faut dire que 15 ans, on voit qu'il y a eu de l'évolution et ça pique un peu sinon. Donc, voilà. Bah, en parlant de jeu qui a pris un peu de l'âge, moi dernièrement j'étais sur Okami. Okami, en gros, c'est un classique de la génération PlayStation 2. Donc là, on est au tout début des années 2000. Et Okami, c'est un jeu qui a une patte artistique très particulière puisque tout le jeu ressemble à des estampes japonaises et on va incarner en fait un loup qui est une déesse louve qui s'appelle Amaterasu. Et tout le cœur du gameplay, c'est-à-dire la mécanique de jeu, ça va être de déclencher des actions dans le jeu en dessinant soi-même de l'estampe japonaise, quoi. Donc on a une espèce de gros crayon avec de l'encre là, un pinceau, pas un crayon, et on va tracer en fait des formes pour activer des fonctionnalités, etc. Vraiment la grosse force du jeu, c'est son esthétique, le gameplay qui est aussi assez original. Bref, c'est un classique en fait de l'époque, non pas dans le sens où c'est un jeu qui a cartonné, mais plutôt ça a été un vrai succès critique à l'époque et il a eu le droit à plusieurs rééditions, notamment assez récemment une version haute définition sur Switch. Donc pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion d'y jouer il y a de ça une vingtaine d'années, eh bien accessible sur Switch, je crois qu'il a eu le droit aussi à une version PS4. Donc très sympa. Toi, t'es pas forcément très jeu vidéo, mais peut-être que tu as joué à des jeux de société dernièrement. Je te prends de court là. Oui, tu me prends du court. Surtout que j'étais partie sur autre chose. Vas-y, pars sur l'autre chose si tu veux. Moi, je repartais sur les films. Tu parlais de Bruno Dumont qui disait qu'il filme très bien la Normandie. Ouais. J'en ai parlé cette semaine. Moi, j'ai vu L'ombre d'un mensonge de Bouli Lanners. Du coup, c'est un acteur belge, mais qui est aussi réalisateur. Et donc, il est fan d'Écosse. Moi, du coup, le film m'a tellement plu que je me suis un peu renseignée après sur sa démarche. Donc, ça fait 20 ans qu'il va en Écosse. Il a vraiment beaucoup visité. Et donc là, le film se passe sur l'île de Lewis. Donc, c'est vraiment une île qui est très isolée et qui abrite notamment une communauté presbytérienne. Donc, ce sont des gens plutôt d'impression plutôt sévère, plutôt triste, assez rigoriste. Donc dans ce film, on va suivre Phil qui est belge mais qui habite donc sur l'île de Lewis et il travaille dans une ferme. C'est un film très lent et très beau, donc du coup l'île est vraiment filmée pareil, c'est très joli. Et donc il fait un infarctus, il se réveille en bonne santé mais il a fait une amnésie, donc il se souvient plus trop de sa place donc dans Lewis. Il y a très peu de personnages, c'est des petites communautés, notamment il est assez proche de la famille des exploitants agricoles chez qui il travaille, et donc il y a la fille du propriétaire, et elle va lui dire qu'en fait ils avaient une relation amoureuse qu'il lui a totalement oubliée. Donc c'est sur cette petite vie de communauté, sur ce personnage qui est assez énigmatique, donc on va avoir quelques réponses, mais c'est plutôt sur une histoire d'amour, et surtout une histoire pour des gens qui ont déjà passé la cinquantaine, des gens qui sont déjà établis. C'est très délicat, c'est pas un film avec beaucoup d'action, mais j'ai beaucoup aimé, c'est très contemplatif et ça donne envie d'aller en Écosse, et puis sa façon de filmer, c'était un très beau film.
sur cette thématique, si vous voulez découvrir aussi l'île de Lewis et celle d'Harris qui est juste à côté, qui sont, comme disait Hélène, très isolées, il y a l'auteur écossais Peter May qui a écrit toute une trilogie qui se passe sur Lewis et Harris parce qu'il est lui-même originaire de ce coin-là de l'Écosse. Donc c'est une trilogie qui est publiée chez Actes Sud et qui est vraiment très, très agréable à lire. Alors, c'est du roman policier, pour le coup. Roman policier un petit peu noir et on est sur ces communautés et on sent l'isolement en fait de Lewis et Harris et ces communautés. Et il en a écrit plusieurs qui se passent dans ce coin-là d'Écosse. Donc en complément du film recommandé par Hélène, je recommande Peter May. Ça a l'air d'être assez particulier parce qu'en fait il expliquait que donc, alors je sais pas exactement quel est leur courant religieux, mais ce sont des presbytériens et donc qui sont très très attachés à leur interprétation de la Bible, mais vraiment certains textes. Et notamment, quand il a tourné là-bas, il a été bien accueilli, mais on lui a dit, clairement, on n'ira pas voir ton film parce que c'est de la fiction. Et du coup, c'est pas l'histoire... ça va à l'encontre de ce que nous, on croit. Donc, non, ça a l'air d'être une communauté assez particulière et c'est une découverte aussi, ouais. Trop bien. Le fait que tu aies recité Bruno Dumont, j'ai tilté, mais j'ai parlé de la Normandie, c'est pas la Normandie, c'est le nord de la France. C'est ce que je me disais, c'est plutôt le nord de la France. J'ai dit des bêtises. Le fait que tu en reparles, je dis, oui, j'ai dit Normandie, mais c'est le nord de la France. Ok, très bien. Eh bien, continuons sur le cinéma, parce que tu parlais du fait que peut-être que ça te donne envie d'un petit peu voyager. Moi, en ce moment, je suis pas mal sur du cinéma asiatique et notamment sur du cinéma chinois. Et j'ai vu pas mal de choses assez sympathiques dernièrement, notamment un film, alors qui est pas parfait, mais qui visuellement était une grosse claque. C'est Le secret des poignards volants. Le secret des poignards volants, c'est un film chinois qui dure... un peu plus de 2 heures quand même, on est sur quasi 2h30 de film si je me trompe pas. Avec Andy Lau et Takeshi Kaneshiro, les fans de cinéma asiatique. Moi les noms, c'est un délire, mais je te fais totalement confiance. On va suivre en quelque sorte 2 clans qui s'affrontent, d'un côté des soldats impériaux, et de l'autre côté une espèce de clan secret qui s'appelle le clan des poignards volants. Et notamment, on va suivre une espèce de romance en fait entre 2 personnes de chaque clan. Alors, je crois que je vois ce que c'est. C'est pas récent comme film, c'est. Non, c'est pas très récent. Ça doit être 2004-2005. Okay, alors je connais pas beaucoup le cinéma asiatique, mais je vois de quoi tu parles. Ouais. Il a vu pas mal de presse quand il est sorti à l'époque. Je te laisse couper, mais il y a une scène dans les bambous, je me souviens de la bataille qui m'avait marqué. Oui. Ouais. Alors, celle-ci, ça fait peut-être partie des scènes qui ont pas hyper bien vieilli. En fait, je pense que pour l'époque, notamment, comme le clan s'appelle le clan des poignards volants, vous comprenez très bien que eux, leur spécialité, c'est de balancer des couteaux, des poignards, des machins, des trucs. Et on est un petit peu au début de l'ère numérique. Et donc, on voit qu'ils essayent de faire des trucs impressionnants avec des poignards ou des bambous qui sont filmés de près, un peu limite modélisés en 3D, paf. Ça n'a pas hyper bien vieilli. Mais par contre, tous les plans où on filme des personnages juste qui marchent, qui font du cheval, etc., dans des paysages, là, c'est magnifique. Et effectivement, il y a un bout de la scène qui se passe dans une forêt de bambous, où les personnages, en fait, se déplacent en haut des plantations de bambous. Là, c'est assez impressionnant. Là où ça n'a pas hyper bien vieilli, c'est quand ils balancent des bambous. Et là, on voit que ça a l'air d'être de la modélisation 3D. C'est pas fou. Mais ne serait-ce que pour la beauté un peu formelle et esthétique du film, notamment c'est un film axé sur le voyage. C'est-à-dire que en fait, on va avoir un soldat impérial qui va faire croire à une fille qu'on soupçonne faire partie du clan des poignards volants. Lui va lui faire croire qu'il va trahir en fait les soldats impériaux pour la ramener dans son clan. En fait, ce qu'il veut au départ, c'est trouver un petit peu le repère du clan pour pouvoir les attaquer un petit peu plus tard. Et on s'en doute, va se créer une romance entre les 2 personnages. Et du coup, tout le film, c'est en quelque sorte leur fuite. En fait, ils vont partir, ils vont traverser des forêts, des champs, etc. Et vraiment, c'est magnifique. Et ce qui est drôle, c'est que ça permet aussi de découvrir comment, en Chine, on représente certaines choses que nous, on va représenter autrement chez nous. Typiquement la sexualité,
en Chine, on ne montre pas des personnages qui sont dénudés, on ne peut pas montrer une poitrine de femme, un sexe d'homme, etc. Et donc, on va évoquer ces choses-là. Donc, ils vont être dans un champ de fleurs. On va voir une épaule qui apparaît, l'homme qui va être torse nu, etc. Et finalement, ça va être évoqué. Alors, nous, avec nos codes, on va se dire, non, mais c'est bizarre, ils ont tous les deux leurs pantalons, etc. Mais je trouve que voilà, ça reste assez intéressant à voir. Comme je disais, le film n'est pas parfait. Pour moi, ça mériterait des fois de développer un peu plus quelques personnages. Il y a des effets qui ont un peu mal vieilli. Mais vraiment, c'est un film qui est beau, qui est bien écrit. Là où j'aurais des réserves, c'est aussi peut-être sur la fin du film, mais très très chouette. Et des films chinois, j'en ai plein à recommander, mais Du coup, on va commencer par celui-ci. Du coup, je rebondis parce que je disais dans Le secret des poignards volants, il y a Andy Lau, un acteur hongkongais qui a une grosse carrière, qui a fait beaucoup de films avec Choi Ark. Et il a fait le rôle principal d'un film qu'Alexis et moi aimons tous les deux, c'est Détective D. Ah ouais, trop bien. Il joue dans le premier Détective D, qui est un film qu'on recommande tous les deux très Alors, très fort. J'ai pas une grosse culture des films asiatiques, mais moi j'ai vu le 2. Donc, Tu as vu le 2. Ok. Moi, Qui mais je suis pas dedans, du Non, coup. mais- Et joue je dans me le demande un. si c'est pas mon préféré, tu vois. Mais du coup, il joue dans la série Détective D et qu'on recommande très chaudement. C'est de Choi Ark. C'est vraiment hyper chouette à voir. Beaucoup de thématiques, c'est bien filmé. Et Détective D, c'est adapté de roman. Enfin, c'est adapté d'un personnage chinois qui a vraiment existé. Qui a vraiment existé, et il y en a eu des romans d'un auteur, si je me trompe pas, il est allemand, il s'appelle Gulick, que nous avons à la bibliothèque. Donc voilà, c'était dans la Chine impériale, vous suivez des aventures. Alors c'est très complexe le système chinois d'administration, donc là je ne saurais pas refaire le détail de qui il est dans l'administration, mais en tout cas il mène des enquêtes et on est dans la Chine impériale. Donc si c'est un domaine qui vous intéresse, c'est une porte d'entrée hyper intéressante à ce système qui est dès l'an 900 hyper développé par rapport à ce que nous on a en Europe. Et de toute manière, la force de ces films, pour moi, c'est pas grave si on comprend pas tous les enjeux, etc. Ça reste divers plaisirs. Déjà, le plaisir de l'action, parce que ça reste des films d'arts martiaux. Donc, si vous en avez marre des grosses productions américaines, vous avez l'impression de revoir un petit peu tout le temps la même chose, allez voir ce qui se fait du côté asiatique, parce que c'est surtout hyper bien filmé. Et moi, ce que j'adore dans le cinéma chinois, c'est que eux, de base, sont pas hyper fans justement d'effets numériques, de fond vert, etc. Et du coup, ça donne une vraie force aux affrontements, parce qu'on s'amuse avec le décor. Donc, s'il y a une échelle à côté, on sait qu'à un moment, elle va servir à quelque chose. On va monter dessus, on va bloquer l'autre avec, on va la balancer. Et du coup, il y a une vraie performance, c'est-à-dire que on les voit sauter dans tous les sens. Et déjà, juste ça, c'est jouissif. L'autre chose, c'est que les dialogues en fait sont hyper bien écrits dans Détective D, et il y a un vrai plaisir à regarder tout ça. Et là aussi, il y a la beauté filmique, c'est-à-dire que c'est hyper bien filmé, quoi. On prend du plaisir à regarder les plans, c'est savoureux, quoi. Le personnage de Détective D est hyper attachant. C'est une sorte de Sherlock Holmes. Il y a vraiment ce côté-là chez lui. Et il a aussi ce côté coquin, un peu. Oui, il est drôle, quoi. Il a absolument ce côté hyper coquin, hyper taquin. Et on sait qu'il a une longueur d'avance. Et en fait, c'est assez jouissif de dire bon, moi, j'ai pas tout compris, mais je crois que lui, il a déjà fini. Il a déjà 3 coups d'avance. Qu'est-ce qu'il va nous sortir ? Je m'étais posée devant vraiment par hasard en étant sur la médiathèque numérique d'Arte VOD disponible à la bibliothèque. Et je m'étais dit, allez, ok, je vais regarder ça. Et je suis restée scotchée et je l'ai regardé 2 fois de suite. parce que je me suis dit, ah ouais, ça m'a... Ouais, vraiment, il y a quelque chose qui passe. Du coup, il y en a 3 des Détectives D. Le 1 et le 2 sont directement des suites. Et le 3, je crois que ça se passe... C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Mais je crois que le 2 et le 3, c'est la jeunesse de D, non ? Parce que c'est pas le même acteur. Ouais, possible. Le 3, je crois que ça se passe avant. C'est-à-dire qu'on découvre plus ou moins comment il est devenu ce Détective D. Si le premier, c'est le dernier, en fait, techniquement. Ouais. Mais dans l'histoire de D. Mais ouais, très très chouette. J'ai plein d'autres films chinois, mais on réservera ça pour d'autres podcasts, parce qu'on va être sur d'autres tons de films chinois. Notamment, je pense qu'un jour, je vous parlerai de 2 cinéastes qui s'appellent Bi Gan et un autre qui s'appelle Jia Zhangke. Et pour moi, c'est dans le cinéma contemporain chinois, c'est ce qui se fait de mieux, mais ce sera l'occasion d'un autre podcast. J'ai rapidement évoqué les jeux de société. Est-ce que vous avez
Moi, j'ai un petit jeu de société dont j'aimerais bien parler. Ouais. Je crois qu'on l'a à la médiathèque, je ne suis pas totalement sûr. J'ai testé ça avant-hier. C'est un petit jeu qui s'appelle le Mytho. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, si, ouais. Mito. Et en gros, c'est un petit jeu de cartes où on va tous avoir en début de partie une main de 8 cartes qui ont toutes une valeur. Et le gagnant, ça va être le premier qui n'a plus de cartes dans sa main. Et pour ça, chacun notre tour, on va pouvoir poser une carte sur le centre de la table. Vous doutez que certaines cartes vont avoir des espèces de pouvoirs, c'est-à-dire que ça va faire piocher les autres, ou il va falloir taper au milieu, le dernier pioche, etc. Mais surtout, le petit jeu de mots du nom du jeu, c'est que mytho, c'est en référence aux mythes et aux insectes qu'il y a dans le jeu, mais aussi au fait que, en fait, on est tous un peu des menteurs, et c'est un peu le jeu où la triche est fortement recommandée. C'est-à-dire que l'un des joueurs va avoir une espèce de rôle de surveillant, puisque tout le monde a le droit de se débarrasser de ses cartes en trichant, donc en les jetant dans son dos, en les faisant tomber. Mais si on se fait choper en train de se débarrasser d'une carte, eh bien, c'est un peu punitif. On doit récupérer sa carte et c'est nous qui récupérons le rôle de gardien. Donc c'est hyper drôle parce que tout le monde est bidonné de rire, parce que quand on est tous autour de la table, nous on voit les copains qui se débarrassent des choses, mais le gardien il est peut-être focalisé sur quelqu'un, il voit pas ce qui se passe. Donc on est là, on envoie cacher des cartes dans leur col roulé, dans les manches, en balancer dans le dos, sous la table, sachant qu'on a le droit de faire qu'une par une pour pas balancer ces 8 cartes d'un coup. C'est trop drôle parce que quand il y en a qui se marrent, le gardien se dit pourquoi ils se marrent eux, qui est en train de jeter. Bref, c'est assez efficace. Voilà, efficace quoi. Non, ça va bien. C'est chouette les jeux où tu as le droit de tricher. Au Munchkin, je crois que c'est aussi encouragé. J'y ai jamais joué. Dans les créateurs te disent oui, tu peux tricher, vas-y, pas de problème. Non, c'est chouette. Et j'ai aussi testé, alors on en a peut-être déjà parlé, c'est le jeu Time Bomb. Donc c'est un jeu de bluff. En fait, il y a l'équipe de Sherlock et de Moriarty et il va falloir désamorcer une bombe et en fait, on va chacun mentir parce que tout le monde va faire croire qu'il fait partie de l'équipe de Sherlock. On est évidemment tous des gentils alors que c'est pas le cas. Et en fait, ils ont sorti une version un peu alternative du jeu où des cartes ont des spécificités un peu alternatives. Donc tu as des bombes de couleurs qui complexifient un petit peu le jeu et qui nous incitent encore plus à mentir. Du coup, généralement, les gens connaissent Time Bomb, mais là, en gros, c'est une version alternative avec des bombes de couleurs, etc., que je recommande pas mal. Déjà que le jeu est très très chouette, là, il devient encore plus intéressant. Une fois de plus, pas recommandé pour les couples qui sont pas hyper soudés, parce que c'est motif de rupture quand on découvre que l'autre est très bon menteur, quoi. Est-ce que vous aviez encore des choses à aborder ou... Tu parlais de jeux et tu parlais de Sherlock et Moriarty. Moi, j'ai pu tester Sherlock Holmes, Détective Conseil. Ok. Donc, qui est un jeu, là, pour le coup, narratif, complètement narratif. En gros, on a à chaque début de partie, il y a un livret avec une histoire, un plan de Londres et un journal avec une date bien précise à prendre. Et au fur et à mesure qu'on avance, il faut qu'on garde les journaux des jours précédents parce qu'il y aura des informations dedans. Et en gros, le but, c'est de résoudre l'énigme présentée dans le livret et de battre Sherlock Holmes. Donc en fait, en fonction, vous avez le droit de suivre des pistes. Vous êtes à plusieurs autour de la table. C'est bien d'être assez nombreux. Et donc, vous suivez des pistes. Un joueur va dire, moi, je veux aller sur les lieux du crime. Il y a un numéro qui correspond. Et dans le livret, on lit la description, on prend des notes. Et quand on pense avoir résolu le mystère, on vérifie avec l'enveloppe qui donne la solution. Et le but, après, est de comparer à Sherlock Holmes. Donc, Sherlock Holmes a trouvé ça en 3 pistes. Nous, on a mis 6. On perd des points parce qu'on n'a pas battu Sherlock Holmes. Donc, il y a vraiment 2 volets assez sympas. Le côté... trouver la solution, enquête, collaboration d'équipe, parce qu'en fait on joue à plusieurs, donc c'est aussi narratif, mais entre nous. Et puis après le côté, est-ce qu'on va faire mieux que Sherlock Holmes ? Parce que forcément ça nous donne la solution la plus directe pour trouver la réponse, donc c'est aussi intéressant. Il y a un peu se battre soi-même aussi à l'intérieur, donc c'est sympa. C'est un jeu qui dure... pour chaque partie, ça peut être un petit peu long, forcément, parce qu'il faut lire, il faut prendre son temps. Mais c'est agréable. C'est un jeu qui est assez posé, pour le coup. Il n'y a pas de stress, pas de dés, pas de hasard. C'est vraiment la collaboration d'équipe. Et on n'est pas timé. Il n'y a pas 1 heure. C'est pas une escape avec 1 heure pour résoudre l'énigme. C'est vraiment... si on veut passer une demi-heure à développer une piste et à tout explorer dans la piste pour chercher
toutes les implications, on peut. C'est vraiment. Si c'est possible. celui que je pense, parce que j'ai joué à un jeu Il qui y en a ressemble plusieurs, fortement à ta description il y a quelques années, c'est même des très grosses parties, quoi. De mémoire, je crois que nous, on avait passé 3 ou 4 heures sur la partie... Là, il y a 10 livrets d'enquête par boîte. Ah, bah alors non, c'est pas pareil. Et il y a c'est pas il y a pareil. au moins 3 boîtes différentes. Il y en a Ouais. une, ça doit être Sherlock contre l'éventreur. Une, Ah oui, ok. voilà. Et nous, on en a une ici à la bibliothèque. Et il y a aussi une boîte d'Unlock avec un scénar Sherlock. avec Sherlock qui Ouais, est très cool. Il est très sympa à faire. Très chouette. Et j'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais qui faisait maintenant des Unlock mini où en gros c'est que une escape. Ok, ça peut être. Donc voilà. Une dernière chose ou... On parlait de Sherlock Vas-y, Holmes. vas-y. Du coup, là, moi, j'ai vu aussi une série qu'on a ici à Médiathèque, ça s'appelle Vienna Blood. Ouais. Du coup, il y a 2 saisons. Après, donc il y a 3 épisodes par saison. C'est des épisodes d'1h30, donc c'est presque des mini-films. Et donc là, c'est aussi un peu l'idée de Sherlock Holmes, mais donc ça se passe à Vienne, en 1910 par là. Et donc c'est le début de la psychanalyse. Et donc il y a Freud qui est là et qui commence à avoir des théories qui bousculent un peu. Et on va suivre pareil l'association entre un policier et du coup un étudiant, un jeune médecin qui du coup s'intéresse à la psychanalyse. Après, ça reste assez classique comme série. Ce qui est sympa aussi, c'est que ça change de décor. Comme on disait, qu'on a souvent les mêmes décors. Donc là, c'est à Vienne. Donc on a un décor donc très début du siècle. Il y a des très belles, très beaux costumes. Et au niveau historique, c'est intéressant parce que là, on voit aussi la montée de l'antisémitisme. On voit aussi comment ça a après amené à ce qu'on connaît. Donc une série qui change un peu, inspirée de Sherlock Holmes, mais qui fait une autre approche aussi. Trop cool. C'est une série autrichienne ou c'est une série... Je pense qu'elle est. Il y a dans l'histoire, le médecin est anglais. Il est arrivé en Autriche, donc je pense que c'est entre les peut-être deux. une collaboration. Ouais. C'est bon pour vous ? Ouais, c'est bon pour nous. Eh ben Ok. parfait. Bah, ça a été très chouette d'enregistrer avec vous. On se retrouve normalement du coup le mois prochain pour un nouvel épisode. On sera sur le... J'ai dit que c'était le combien celui-ci ? Le 8e, donc ce sera le 9e, bientôt le 10e. Merci à ceux qui nous ont écoutés. Si l'épisode vous a plu, on vous invite, notamment si vous êtes sur des plateformes où il y a possibilité de mettre une petite étoile ou quelque chose. Nous, ça nous aide à donner un petit peu de visibilité à ce qu'on fait. Merci à toutes les deux. Salut. Salut.